Bonjour à tous, on va commencer par le commencement avec un petit rappel sur ce qu'est la franc-maçonnerie. En un mot, c'est la contre-église, c'est une création juive protestante, Anderson des Agueliers, rosicrucienne avec des agueliers, kabbalistique et gnostique pour contrer l'église, d'où cette notion de contre-église. En deux mots, c'est une société secrète, c'est aussi une secte initiatique, une secte diabolique qui cultive le secret, qui se prétend discrète alors qu'elle est surtout secrète et même suspecte au regard de son histoire. Et en trois mots, c'est la synagogue de Satan. Selon l'expression employée dans l'Apocalypse selon Saint Jean, c'est l'alliance objective entre le juif talmudo-kabbaliste et Satan pour dominer le monde. Alors il s'agit d'une société secrète, plus exactement d'une superposition de sociétés secrètes qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres, qui ont des rivalités, des caractéristiques différentes, qui n'ont pas forcément les mêmes croyances ni les mêmes doctrines. Alors il y a les superloges que nous allons analyser aujourd'hui et la franc-maçonnerie bleue des trois premiers grades, apprenti, compagnon et maître, et les deux n'ont rien à voir, n'ont pas le même pouvoir de décision, vous vous en doutez. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est ce qui est au-dessus des gouvernements, au-dessus des 33 degrés de la maçonnerie régulière. Au XIXe siècle, le franc-maçon repenti italien d'Eograd Domenico Margiotta avait appelé cela le paladisme. Alors quand on reprend un peu l'histoire de cette haute maçonnerie internationale, on remonte à la fin du XVIIIe siècle avec les Illuminés de Bavière qui avaient été fondés le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt et qui avaient gagné idéologiquement la franc-maçonnerie du Grand Orient. Puis, quelques temps plus tard, dans le prolongement des Illuminés de Bavière, de l'illuminisme, il y eut, dans la première moitié du XIXe siècle, les Carbonari de la haute vente, ces arrière-loges qui conspiraient contre le trône et l'autel, et on retrouve des correspondances donc de ces Carbonari de la haute vente dans deux ouvrages majeurs. Le premier, c'est l'Église romaine en face de la Révolution de l'historien Jacques Crétino-Joly, qui avait publié ce livre sur la demande du pape Pie IX, et ces correspondances de la haute vente, vous pouvez les retrouver aussi dans le livre de Monseigneur Henri de Lassus, qu'il avait publié en 1904, Le problème des leurs présentes. Ces deux livres sont en vente dans le catalogue des éditions Saint-Rémy. Alors, c'est à cette époque, dans la première moitié du 19e siècle, qu'est apparu le Bnai Brit, qui est aussi une haute maçonnerie, qui est exclusivement juive, qui a été fondée à New York en 1843 par 12 francs-maçons, alors d'abord aux États-Unis, d'abord sur le continent américain, puis en Europe. Alors en France seulement depuis 1932. Donc le Bnai Brit, c'est l'élite juive. C'est le service de renseignement de la maison Rothschild selon le regretté Emmanuel Ratier, qui a d'ailleurs consacré un livre sur cette judéo-maçonnerie du Bnai Brit, un mystère et secret du Bnai Brit. En 1874, le Bnai Brit, alors représenté par Armand Lévy, a fusionné avec le paladisme de Pike, paladisme dont parlait Margiotta. Il y eut alors une alliance entre les deux, paladisme et Bnai Brit. Et on peut parler à cette époque de judo-maçonnerie selon l'expression employée par Monseigneur Ernest Join, qui dirigeait la revue internationale des sociétés secrètes. On peut parler de judo-maçonnerie au sujet du Bnai Brit comme de la haute maçonnerie à partir de ce moment précis, donc vers la fin du 19e siècle. De même que la franc-maçonnerie est un État dans l'État qui dirige les républiques, les juifs talmudo-kabbalistes forment une puissance occulte à la tête de la puissance occulte maçonnique. D'ailleurs, on remarquera que dans la Kabbale, le Gadlu, le grand architecte de l'univers, est Lucifer, cet ange qui s'est révolté contre Dieu. Et la franc-maçonnerie, qui attise volontiers l'orgueil de l'humain, est imprégnée par cette Kabbale, dans ses rituels, dans son ésotérisme, dans tout ce qu'elle enseigne. Et elle est dans le culte de Lucifer, elle aussi. Au XIXe siècle,
l'Américain Albert Pike dirigeait ses arrière-loges paladistes depuis New York et son pendant Giuseppe Mazzini depuis l'Italie. Alors qui était Albert Pike? Albert Pike était issu de l'université de Harvard aux États-Unis. Ce fut d'abord un avocat qui fut initié franc-maçon en 1850. C'est le cofondateur du Ku Klux Klan en Afrique du Sud. C'est l'auteur du livre Morals and Dogma qui fait encore autorité dans la franc-maçonnerie, et il est aussi l'auteur de la fameuse lettre à Giuseppe Mazzini qui décrit les 3 guerres mondiales bien avant qu'elles se produisent. Albert Pike avait le titre de souverain grand commandeur du suprême conseil. Alors là, comme dirait un certain humoriste franco-camerounais, au-dessus, là, c'est le soleil, hein, il n'y a rien d'autre. Pour Pike, l'homme est Dieu, et les hauts initiés doivent vouer un culte à l'ange déchu Lucifer. Aussi a-t-il écrit: nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu que l'on adore sans superstition. À vous, souverains grands inspecteurs généraux du 33e degré, nous disons, pour que vous le répétiez aux frères des 32e, 31e et 30e degrés, et non pas aux frères des grades inférieurs, la religion maçonnique doit être pour nous tous, initiés des hauts grades, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Donc à partir du 30e degré, les francs-maçons doivent être dans le culte de Lucifer. Et dans Morals and Dogma, le même Pike a affirmé: Lucifer, le porteur de lumière, quel nom étrange et mystérieux pour l'esprit des ténèbres. Lucifer, le fils du matin, est celui qui apporte la lumière et qui, de sa splendeur intolérable, aveugle les âmes faibles, sensuelles ou égoïstes. N'en doutons pas, car les traditions sont pleines d'inspiration et de révélation divine. Et l'inspiration n'est pas propre à une seule époque et à une seule croyance. Fin de citation. Alors Pike et les hauts grades sont clairement dans le culte de Lucifer. Albert Pike fut en quelque sorte le pape de la franc-maçonnerie à la fin du 19e siècle. Il était considéré par ses pairs comme le vicaire de Lucifer. Il avait une autorité dogmatique et spirituelle sur la franc-maçonnerie du rite écossais ancien et accepté, qu'il a lui-même réformé, alors que de son côté, Giuseppe Mazzini avait lui l'autorité temporelle et politique. Alors qui était Mazzini? C'était un révolutionnaire juif qui fut d'abord grand maître du Grand Orient d'Italie, carbonari de la haute vente, cofondateur de la première superloge, la Thomas Paine, avec Giuseppe Garibaldi et Victor Hugo. Mazzini fut le promoteur avec Garibaldi au XIXe siècle, dans les années 1860, de ce qu'on a appelé l'unité italienne. Donc cette Italie républicanisée, laïcisée, avec tous ces soulèvements dans diverses villes comme Milan, Rome, Naples, Venise, et ce en opposition à la papauté. D'ailleurs, Mazzini était lui-même en franche opposition à l'Église, il approuvait d'ailleurs le jansénisme. Il a fondé dans sa jeunesse Giovine Italia, donc Jeune Italie, un club politique révolutionnaire. Donc il a fondé au nom de la liberté en 1831 en France, à Marseille. Giuseppe Mazzini fut un des précurseurs des États-Unis d'Europe, de cette Europe unifiée dont les fondateurs officiels, les pères de l'Europe, sont Richard Koudonov-Kalergi, Jean Monnet ou encore Joseph Ratzinger. Donc lui, il prônait déjà ces États-Unis d'Europe avant eux. Nous avons vu rapidement qu'Albert Pike et Giuseppe Mazzini avaient un certain pouvoir de décision qui était supérieur au chef d'État. Dans les superloges actuelles, c'est un peu pareil. Les grandes décisions à l'échelle internationales sont prises dans ces superloges. Superloges qui sont détaillées dans Massoni, livre publié en 2014 par l'italien Joele Magaldi, avec 4 autres initiés. Alors, sur les 4, il y en a 2 dont on devine l'identité. C'est l'américain Zbigniew Brzezinski et le français Jacques Attali. Et puis il y en a 2 autres qui sont restés totalement anonymes. C'est frère Tao, qui est un franc-maçon asiatique, et frère Amun, qui est un franc-maçon arabe. Le docteur allemand
Johannes Rothkrantz, a publié un livre en 8 tomes qui commente celui de Magaldi, qui a été traduit en français et préfacé par mon camarade Laurent Glosy, que je remercie d'ailleurs. Laurent Glosy qui a eu l'amabilité de m'envoyer les 6 tomes qui sont déjà sortis à ce jour, donc il en reste 2 encore à publier en français, donc les voici, les 6 premiers volumes donc traduits par Laurent, donc de Johannes Rothkrantz, qui commente et analyse les révélations de l'initié Magaldi, ses infos, les échanges avec les 4 autres initiés. Alors, qui est Joele Magaldi? C'est au départ un historien, un philosophe qui déjà à l'âge de 34 ans était franc-maçon du 30e grade. Ce fut l'officier de la loge romaine Montession, qui appartient au Grand Orient d'Italie. Mais Magaldi s'est mis à critiquer les milieux maçonniques affairistes en disant simplement la vérité, c'est-à-dire qu'un frère de loge blanchit l'autre, ce qui débouche forcément sur tant d'injustice. Et il fut par conséquent exclu du Grand Orient après plusieurs mises en garde. Du coup, Joele Magaldi a fondé de son côté en 2010, suite à son exclusion du Grand Orient d'Italie, la loge dissidente nommée Grand Orient démocratique, et il est depuis ostracisé par la presse transalpine. Les superloges internationales s'appellent aussi Ur-Lodge, c'est un mélange anglo-allemand, car les premières superloges ont été fondées en Allemagne, et Ur, donc les 2 lettres UR, cela fait référence à l'une des plus anciennes villes de Mésopotamie antique, qui serait l'actuel Irak. Les superloges sont supranationales, elles trônent au-dessus des gouvernements, de la franc-maçonnerie régulière. Elles sont internationales, elles abritent des francs-maçons de différentes nations, et nous allons voir qu'elles sont aussi des nids à complot. Il en existe 36, les Rothschild et leurs proches associés en ont certainement le contrôle. La plus ancienne d'entre elles, c'est la Thomas Paine, qui a été fondée vers l'année 1849, où il y avait à l'époque Giuseppe Mazzini. Et aujourd'hui, Joele Magaldi en ferait partie. Thomas Paine, c'est le nom d'un journaliste anglais. Et donc, c'est la plus ancienne superloge. La plus récente, celle qui a été fondée en dernier, donc la 36e, c'est la Mahat, qui a été créée en 2004. La Three Eyes fut quant à elle, à une certaine époque, la plus puissante et la plus importante en nombre d'adhérents, sachant qu'une superloge est fréquentée en moyenne par une centaine de francs-maçons. Alors parmi les plus dominantes, les plus influentes, les plus décisionnaires, nous avons celles où on retrouve la haute finance mondiale, comme par exemple la Der Ring, qui signifie l'anneau en allemand. Il y a aussi la Edmund Burke, qui est une superloge anglo-américaine, la White Eagle, donc l'aigle blanc, qui est euro-américaine, la Hathor Pentalpha, qui est dominée surtout par les néoconservateurs américains sionistes, on va voir que c'est le clan Bush, la Golden Eurasia, donc qui est eurasienne, comme son nom l'indique, on va retrouver Poutine, Merkel, des oligarques russes et aussi de l'Europe centrale, cette Golden Eurasia, et puis on va le voir, Pan Europa, Amun, Mahat, Three Eyes, Gebura, Ecclesia, encore Tao Lodge. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a 2 tendances qui s'opposent au sein de ces 36 superloges. La première tendance, ce sont les progressistes, démocrates, droits de l'homiste, et la seconde, qui fait face à cette première tendance, la seconde, ce sont les oligarchiques conservateurs réactionnaires. Mais tous sont pour un nouvel ordre mondial, un monde unifié. Tous sont des francs-maçons, des hauts grades, en opposition au christianisme. C'est ce qui les met tous d'accord. Et d'ailleurs, assez récemment, Joe Biden Jr., l'actuel président des États-Unis d'Amérique, a déclaré qu'il va y avoir un nouvel ordre mondial et nous devons le diriger. Nous devons unir le reste du monde libre. Le problème,
c'est que dans le camp d'en face, le camp eurasien, ils veulent aussi diriger ce nouvel ordre mondial d'une manière différente, avec un autre partage du gâteau. C'est ce qu'on appelle désormais le monde multipolaire. Alors d'un côté, on prône une gouvernance par l'illusion de la démocratie et le consentement des peuples, et de l'autre, on est clairement oligarchique pour une gouvernance par la force. Et cela nous renvoie à la célèbre déclaration de James Paul Warburg en 1950. Donc James Paul Warburg, le fils de Paul Warburg, qui était à l'origine de la Fédérale Réserve et aussi à l'origine du CFR. Et donc son fils James Paul Warburg avait déclaré en 1950 « Nous aurons un gouvernement mondial. La question est de savoir si nous l'aurons par la force ou par le consentement. » Et c'est la fracture en fait entre ces deux clans dans les superloges. Alors, chez les progressistes démocrates, on est clairement dans l'antichristianisme, la corruption des mœurs dans l'esprit de mai 68, l'invasion migratoire non chrétienne en Europe, en Occident, la promotion du multiculturalisme. C'est ce que prônent en fait les sionistes gauchistes qui font la pluie et le beau temps en France depuis des décennies, comme Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy, les Julien Drey, les Daniel Cohn-Bendit, les Jack Lang, les Harlem Désir, les Edgar Morin, etc. La liste est longue. Et de l'autre côté, chez les réactionnaires oligarchiques, dans les années 80, ces superloges oligarchiques ont pris le contrôle des gouvernements américains et anglais à travers les présidences de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Contrôle aussi de la Banque mondiale avec un certain Alden Clausen qui était affilié à la Edmund Burke et à la White Eagle. Et puis enfin contrôle aussi du FMI avec le banquier français Jacques Delarosière qui était affilié à la Three Eyes. Johannes Rothkrantz nous dit que malgré leur division, les superloges travaillent à la propagation des idées sataniques pour pervertir les peuples, ce qui ne surprendra certainement personne quand on a compris le plan de déchristianisation des sociétés, de leur judaïsation pour les athéiser, pour les abrutir, pour aboutir à leur dégénérescence, à leur perdition, la perdition des âmes. Alors on constate des divergences entre superloges démocratiques et oligarchiques qui peuvent parfois expliquer certaines mauvaises relations diplomatiques à l'échelle internationale, comme par exemple entre la France et l'Allemagne avec François Hollande et Angela Merkel à une certaine époque. François Hollande affilié à la Fraternité Verte et à la Ferdinand Lassalle, c'est-à-dire à des superloges démocratiques, alors que Angela Merkel et elle à la Golden Eurasia, à la Parsifal et à la Valhalla. Les superloges recrutent généralement dans les hauts grades maçonniques à partir du 30e degré, mais aussi parfois cela peut arriver chez des profanes, appelés profanes utiles, qui vont servir les plans de la haute maçonnerie et qui ne passent pas donc par la franc-maçonnerie régulière. D'autres, comme par exemple Bill Clinton, intègrent d'abord une organisation paramaçonnique, on va voir lesquelles, pour basculer ensuite dans une superloge. Selon Joe Magaldi, il n'y a aucune chance d'accéder au pouvoir sans passer sous le bandeau, et on ne le contredira pas sur ce point-là. Tout dirigeant d'une nation, tous les chefs d'État sont sous contrôle de la haute maçonnerie. Mais pas tous les francs-maçons ont les mêmes grades dans ces superloges. On est dans un système hiérarchique et pyramidal, et pas n'importe qui peut fonder une superloge. Par exemple, en 2003 et 2004, on apprend par Magaldi que Poutine et Bush ont voulu introduire, et c'est assez surprenant, ils ont voulu introduire Silvio Berlusconi de la loge P2, mais Berlusconi a été refusé. Alors Silvio Berlusconi a alors fondé de son côté la Loggia del Drago, donc la loge du dragon, et qui n'a pas été reconnue comme superloge. Le problème, c'est que Magaldi ne précise pas par qui elle n'a pas été reconnue, ni pour quelle raison. Et c'est surtout cela qui nous intéresse. Mais on devine que les Rothschild et leurs associés, ceux qui travaillent pour eux, leurs agents, dominent la franc-maçonnerie internationale. Les Rothschild sont considérés d'ailleurs comme l'élite financière de la communauté juive, comme les guides de la nation israélite. Ils sont les vrais dirigeants
de la haute finance et de la haute maçonnerie. Ils sont aidés en cela par des agents qui sont très souvent juifs comme eux, hein, comme les richissimes Warburg, comme George Soros. Donc Warburg, c'est la haute finance en Allemagne, la maison Rothschild en Allemagne. George Soros, c'est son Open Society qui est derrière tant de mouvements de subversion et le plan de métissage du vieux continent. Bill Gates et sa fondation Gates qui est incontournable dans le plan de vaccination mondial. Mark Zuckerberg avec les réseaux sociaux et le fondateur de Facebook. David et Charles Koch, les hommes d'affaires, ou encore Sheldon Adelson qui lui avait fait fortune dans l'immobilier et les casinos. Donc parmi les agents des Rothschild, vous vous doutez qu'on a de très nombreux francs-maçons des hauts grades, comme par exemple Mario Draghi, directeur de la Banque Centrale Européenne de 2011 à 2019, donc pendant 8 ans, qui est l'actuel président du Conseil des ministres en Italie, qui est l'ancien gouverneur de la Banque d'Italie, qui est le vice-président de Goldman Sachs Europe et qui est affilié à 5 superloges. Peter Voser, qui dirige la Royal Dutch Shell, donc cartel pétrolier aux Pays-Bas, qui est affilié à la Pan Europa. Mervyn King, ancien président de la Banque d'Angleterre pendant 10 ans, de 2003 à 2013, qui est affilié à la Edmund Burke. Robert Zoellick, qui a dirigé la Banque mondiale pendant 5 ans, de 2007 à 2012, qui est affilié à la Atorpent Alpha et à la Daring. Mark Carney, incontournable, ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada, puis ancien gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, membre du groupe des 30, membre du groupe de Davos, du Bilderberg, hein, il était au dernier Bilderberg 2022 à Washington. Mark Carney est affilié à la Edmund Burke et à la Compass Star Rose, c'est-à-dire la boussole étoilée rose. Thomas Jordan, directeur de la Banque nationale suisse, membre de la Joseph de Maistre, et puis aussi, on va y venir, les Français Christine Lagarde, Jean-Claude Trichet, l'Irlandais Peter Sutherland ou le Belge Étienne Davignon. Les autres oligarques industriels dans la finance, hein, dans les médias aussi, dépendent d'eux. Ils dépendent de la maison Rothschild, de la haute finance, financièrement et aussi maçonniquement s'ils veulent monter en grade dans la hiérarchie. Fondée par les Rothschild, nous avons comme superloge la Parsifal en 1862, la Valhalla en 1871, la Der Ring en 1881. Ce sont 3 superloges allemandes qui furent à la manœuvre pour la réunification de l'Allemagne à la fin des années 80. Magaldi cite 6 Rothschild membres de superloges, dont Jacob et son fils Nathaniel Philippe. Ces 2 Rothschild qui domineraient actuellement la haute maçonnerie internationale. Il s'agirait de cette fratrie qui serait, j'emploie le conditionnel, qui serait la plus puissante au monde à l'heure actuelle. La Three Eyes a été fondée par David Rockefeller, Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski. Donc Three Eyes en anglais ça veut dire 3 yeux, hein, et donc ce sont ces 3 pontes du mondialisme, hein, Rockefeller, Kissinger et Brzezinski qui l'ont fondée. Cette Three Eyes a la main mise sur la Maison Blanche, sur le CFR, donc le Council on Foreign Relations, ce think tank incontournable qui fait la politique étrangère américaine. Et cette Three Eyes a la même mise aussi sur la trilatérale qui avait été fondée en 1973 suite à une réunion qui s'était tenue à Davos l'année d'avant, en 1972, et on retrouve les mêmes à l'origine de la commission trilatérale, c'est-à-dire David Rockefeller, Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski, qui sont aussi les fondateurs de la Three Eyes. Joe Magaldi nous apprend également que la loge P2, dirigée en son temps par Licio Gelli, hein, qui était un membre des services secrets en Amérique du Sud, cette loge P2 fut un instrument de la Three Eyes qui en avait même planifié la suppression. La loge P2 n'était pas une loge classique de la maçonnerie régulière, ce n'était pas non plus une super loge, elle était à mi-chemin entre la maçonnerie régulière et la haute maçonnerie des superloges.
La Three Eyes a aussi préparé un coup d'État qui a été finalement avorté en Italie en 1974, c'était par Eduardo Sogno. Jean-Paul II, qui était de nationalité polonaise, doit son élection à l'américain d'origine polonaise, Zbigniew Brzezinski, qui l'avait enrôlé à la Three Eyes. Magaldi nous dit que Paul VI, donc Giovanni Montini, et Jean-Paul II, donc Karol Wojtyła, étaient des amis des francs-maçons et non des initiés francs-maçons. Sauf que tout porte à croire qu'ils en étaient, hein, car ils doivent tout à la franc-maçonnerie. Ils doivent en tout cas leur élection à des pontes du mondialisme. Idem d'ailleurs pour Jean XXIII, Angelo Roncalli, qui fut initié franc-maçon à Istanbul en Turquie en 1940, qui était un Rose-Croix affilié à la Guédoula, à la Montesquieu et à l'Ecclésia, donc 3 superloges. Ce fut le premier pape franc-maçon, entre guillemets, hein, ce qui est en soi impossible, hein, être pape et franc-maçon, car je le rappelle, si on est franc-maçon, on ne peut pas être pape, déjà, et si on est franc-maçon, on ne peut tout simplement pas être catholique. Paul Marcinkus fut un archevêque américain qui a présidé la Banque du Vatican et il fut affilié à la Three Eyes ainsi qu'à l'Ecclésia. Son nom, Marcinkus, figure dans la liste Pecorelli. La liste des francs-maçons de la superloge Ecclésia correspond justement à celle de Pecorelli, du journaliste Mino Pecorelli, qui avait publié en 1978 une liste de 121 francs-maçons, ecclésiastiques pour la plupart, et dont certains étaient des cardinaux qui dirigeaient le Vatican. Carmine Pecorelli fut assassiné quelques mois plus tard, ce qui, selon moi, ne relève certainement pas du hasard. Cette liste Pecorelli, vous la retrouverez détaillée dans mon livre « Une loge maçonnique dirige le Vatican » qui traite en profondeur de l'infiltration maçonnique à Rome. Dans les superloges, Three Eyes, White Eagle et Edmund Burke sont appelés triarchies, nous dit Rothkrantz. Three Eyes, White Eagle, Hathor Pentalpha, Mahat décident de l'élection du président des États-Unis d'Amérique. Certaines superloges sont concurrentes et rivales entre elles, comme par exemple la Three Eyes avec la White Eagle. White Eagle, qui est une superloge qui est elle aussi euro-américaine, qui a été fondée en décembre 1978 en opposition justement à l'hégémonie de la Three Eyes, hein, dont je vous disais qu'elle a été à un moment donné dans les années 70 la plus puissante. L'étude des superloges nous donne certaines clés de compréhension des événements historiques, comme par exemple lorsque la Three Eyes, dont on fait partie Volcker, Paul Volcker, Alan Greenspan, donc des membres de la Federal Reserve, hein, Frank Carlucci qui a dirigé la CIA, mais aussi l'ancien président de la République française Jacques Chirac, donc cette White Eagle a renversé le Shah d'Iran, hein, qui avait ensuite trouvé refuge aux États-Unis grâce à la Three Eyes. Autre exemple, Ronald Reagan, qui était affilié à la White Eagle, avait vaincu électoralement Jimmy Carter, qui était lui de la Three Eyes, lors de l'élection présidentielle américaine. Puis, il y eut un attentat contre Reagan en 1981, qui fut la réponse de la Three Eyes à la White Eagle. Ronald Reagan fut par ailleurs soutenu par le financier Walter Annenberg, qui était affilié, comme lui, à la White Eagle. L'élection de George W. Bush fut décidée par la Hathor Pentalpha, dont il fait partie, puis celle de Barack Obama par la Mahat, où on retrouve un certain Zbigniew Brzezinski, donc Obama et Brzezinski à la Mahat, et dont les membres les plus influents sont américains. On va retrouver notamment le milliardaire Warren Buffett, hein, banquier de Wall Street. Il y a de nombreux banquiers juifs américains à la Mahat, comme par exemple Ben Bernanke, hein, qui a dirigé la Federal Reserve pendant 8 ans et qui est aussi affilié à la Three Eyes. Lawrence Summers, donc Larry Summers, ancien ministre des Finances américain, conseiller
à la Maison Blanche, Janet Yellen qui a été présidente de la Federal Reserve, Timothy Geithner qui a été ministre des Finances américain de 2009 à 2013. Les oligarques américains, on en a aussi à la Three Eyes, à la White Eagle, à la Torpent Alpha, à la Edmund Burke qui est anglo-américaine. Et concernant maintenant Donald Trump, on sait que l'État profond, les banques, Goldman Sachs, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank en Allemagne, ainsi que les médias, hormis Fox News de Rupert Murdoch, donc tout cet État profond, banques, médias, tout le système a poussé derrière Hillary Clinton, puis Biden Jr. Malgré cela, Trump avait été élu dans un premier temps donc, à la présidence américaine, avant d'être battu par Biden, mais avec une fraude électorale. Bien que sioniste, on apprend dans le livre de Rothkrantz que Trump a été vraiment en opposition aux néoconservateurs de la Torpent Alpha, parce qu'une lettre ouverte de 95 néoconservateurs avait été publiée contre Trump. Alors Trump est-il un membre d'une superloge? Probablement pas, nous dit Rothkrantz. En tout cas, son nom ne figure pas dans les listes de Magaldi. Mais cela est valable aussi pour Soros ou Schwab, par exemple. Mais Schwab et Soros en sont certainement des francs-maçons de haut grade. Alors, Trump est-il simplement un franc-maçon régulier? Cela est possible, mais nous n'en savons rien. Rothkrantz le qualifie de candidat initié. Alors, candidat aux superloges, on n'en sait pas plus. Les échos divergent au sujet de Trump. On a par exemple une revue sud-africaine qui a affirmé sans preuve que Trump ne cache pas être un franc-maçon. De son côté, le démocrate Newt Gingrich a déclaré qu'il n'appartient à aucune société secrète. Et on a quand même du mal à croire qu'une personnalité de ce rang, aussi fortunée, aussi célèbre et influente, et qui est entourée de francs-maçons, soit parvenue à la présidence américaine sans être affilié à une société secrète. Pendant sa présidence, Trump a été entouré de membres du CFR, du Council on Foreign Relations, et notamment de l'ancien président pendant longtemps du CFR, Richard Haas, un juif franc-maçon sioniste. Il y avait aussi Dick Cheney, le néoconservateur. Et on apprend aussi qu'une semaine après son élection, Henry Kissinger, donc ponte des superloges de la Three Eyes, a rencontré Trump pour lui donner les grandes orientations sur la politique étrangère que les États-Unis d'Amérique devaient mener. Trump a eu divers conseillers, donateurs de Wall Street, le PDG de Blackstone aussi. Il avait désigné son gendre Jared Kushner pour s'occuper du conflit israélo-palestinien, dans une optique sioniste, et il a été clairement sous influence sioniste en matière de politique étrangère. C'est une évidence. Les oligarques allemands sont affiliés le plus souvent à la Der Ring, où Wolfgang Schäuble, ministre de l'Intérieur puis ministre des Finances en Allemagne, a le grade d'officier à la Der Ring depuis 2014. Des oligarques allemands, on va retrouver aussi à la Parsifal et à la Valhalla, comme les anciens chanceliers Gerhard Schröder et Angela Merkel. On a aussi des dirigeants de banques centrales en Allemagne, comme de la Deutsche Bank, qui sont à la Der Ring, des dirigeants de multinationales. Angela Merkel est également affiliée à la Golden Eurasia, tout comme Vladimir Poutine, selon les révélations de Magaldi. La Der Ring a aidé Lénine à accéder au pouvoir en 1917, notamment par le banquier talmudo-kabbaliste Max Warburg, qui était affilié à la Der Ring. Max Warburg, dont l'auteur contre-révolutionnaire Jacques Bourdieu disait qu'il fut le plus grand financier de la révolution russe. De grandes fortunes siègent à la Der Ring, comme par exemple
Nathaniel Philippe Rothschild, son père Jacob Rothschild, le français Jean-Claude Trichet, le suisse Joseph Ackermann, ancien dirigeant de la Deutsche Bank, Wolfgang Schäuble, dont je viens de parler, Ben van Beurden, qui était présent au dernier Bilderberg, de la Royal Dutch Shell, Larry Fink, le PDG de BlackRock, on va y venir, Lloyd Blankfein, qui a dirigé Goldman Sachs pendant 12 ans, de 2006 à 2018, qui est aussi affilié à la Suez et à la Edmund Burke, Mario Draghi, ancien de la Banque Centrale Européenne, et puis enfin Robert Zoellick. Passons maintenant à la superloge Pan-Europa, qui est le pouvoir occulte du club paramaçonnique Bilderberg, qui est désormais célèbre, le club Bilderberg. Donc ce sont ces hauts initiés qui se retrouvent chaque année pendant 3 jours dans un hôtel luxueux, qui sont au service d'ailleurs des projets de l'OTAN depuis 1954, dans l'hôtel du même nom, hôtel Bilderberg. La première réunion s'était tenue aux Pays-Bas à Oosterbeek, et le Bilderberg avait été fondé à cette époque par 3 pontes du mondialisme: David Rockefeller, l'incontournable de David Rockefeller, le prince Bernhard de Hollande et le père de l'Europe unifiée, Joseph Ratzinger. Le fondateur de cette Pan-Europa, à l'époque, l'un des fondateurs, c'est Richard Koudonov-Kalergi. Et aujourd'hui, dans cette super loge, on a Étienne d'Avignon, Jean-Claude Trichet. Et autrefois, on avait un autre père de l'Europe, Jean Monnet, père de l'Europe unifiée, lui aussi comme Koudonov-Kalergi, agent de la Banque Lazare en Angleterre, secrétaire adjoint de la Société des Nations dans l'ancienne ONU, qui a appartenu d'abord à la Thomas Paine, puis à la Pan-Europa, à la Edmund Burke et à la Compasta Rose. Compasta Rose, dont on apprend dans le volume numéro 6 consacré à Trump que cette superloge a le contrôle du journal américain Washington Post. Le mouvement pan-européen, donc initié par Richard Koudonov-Kalergi, qui en avait d'ailleurs fait un livre, Pan-Europa. Donc ce mouvement pan-européen a été financé à ses débuts par Max Warburg, encore lui, mais aussi, et cela est bien plus surprenant, par le physicien juif américain Albert Einstein. Les décisions économiques sur l'Europe unifiée sont prises d'abord par la Pan-Europa, la Babel Tower, qui est une superloge, et la Edmund Burke, nous dit Magaldi. À titre d'exemple, Margaret Thatcher, qui était affiliée à la Edmund Burke, était eurosceptique. Elle était plutôt opposée à ce projet d'Europe unifiée. Et cela lui a été visiblement préjudiciable, car Thatcher fut remplacée hâtivement en 1990 par John Major, qui était lui affilié à la superloge Léviathan et qui fut le Premier ministre de l'Angleterre de 90 à 97. Et toujours en Angleterre est survenu en 2020 récemment le Brexit, qui a eu pour effet de diviser les superloges qui, dans l'ensemble, ont été plutôt contre ce Brexit. Voyons à présent la relation entre haute maçonnerie et fascisme et haute maçonnerie et national-socialisme. Benito Mussolini a officiellement supprimé la franc-maçonnerie sur le sol italien, sauf que nombre de francs-maçons occupaient tout de même des postes de pouvoir dans l'État fasciste, le Grand Conseil du fascisme. Quant au national-socialisme du Troisième Reich d'Hitler, on remarque que des superloges fondées en Allemagne par les Rothschild, comme la Parsifal, la Valhalla et la Dering, n'ont pas été supprimées à cette époque, à la différence de la franc-maçonnerie régulière des 33 degrés du rite écossais. Parmi les soutiens financiers d'Hitler, outre surtout l'industrie allemande avec Lee Farben, il y avait, selon Anthony Cyril Sutton, le banquier de Wall Street et ponte de la secte satanique et maçonnique de Skull and Bones, William Avril Harriman. Rothkrantz souligne qu'il y avait aussi le baron israélite von Schroeder et le banquier Paul Silverberg. Alors c'est un petit peu pareil en France. Sous l'occupation en juin 1940, les nazis ont ordonné la dissolution des loges, mais pas des superloges Montesquieu, Ferdinand Lassalle et Fraternité Verte, qui ont été fondées en France et qui ont été épargnées. Donc on peut
d'après ces révélations-là, considérait qu'il y a eu une sorte d'antimaçonnisme sélectif, d'autant qu'il y avait des francs-maçons infiltrés dans ces gouvernements. Et par ailleurs, Emmanuel Ratier, dans son livre Mystères et secrets du Bnei Brit, dit que le Bnei Brit a aussi été épargné en Allemagne. Amoun est le nom d'un des 5 auteurs de ce livre publié par Magaldi en 2014. Mais c'est aussi le nom d'une superloge qui a été fondée par des membres de la Sri Eis et de la Joseph de Maistre. On y trouve le père de Bachar el-Assad, probablement Bachar el-Assad lui-même aussi, des politiciens, industriels, militaires, des services secrets syriens, jordaniens, égyptiens, marocains, algériens, libanais, israéliens aussi, donc surtout le Moyen-Orient et le Maghreb, mais aussi un certain Henry Kissinger et le russe du KGB Yuri Andropov à la Amoun. Amoun, cette superloge fut l'instigatrice de la guerre du Kippour en 1973 et toujours au Moyen-Orient, mais 20 ans avant, en 1953, Mohammad Mossadegh, qui était pourtant franc-maçon, avait été destitué par le Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui était membre de la Sri Eis. En terre de Palestine, Yitzhak Rabin a été le premier ministre de l'Israël sioniste de 1974 à 1977, puis de 92 à 95, donc jusqu'à sa mort. Rabin était affilié à la Da'at. Il avait signé les accords d'Oslo le 13 septembre 1993 avec le leader palestinien Yasser Arafat, qui était quant à lui membre de la Amoun. Les deux hommes, Rabin et Arafat, étaient donc des francs-maçons, des superloges. Ils se sont serrés la main devant un autre franc-maçon des superloges, le haut initié américain Bill Clinton. En 1995 eut lieu l'assassinat de Rabin, très probablement sur ordre des superloges. Rothkrantz estime que le sionisme opère davantage à l'extérieur des superloges, c'est-à-dire par le biais de Sayanim, qui sont les agents du Mossad. Or, je ferai remarquer que les Rothschild dominent ces mêmes superloges. Les Rothschild sont à l'origine de la création de l'État d'Israël, et ce, bien avant la création officielle en 1948. Je vous rappelle la déclaration Balfour, c'est Lord Rothschild qui est déjà derrière, et c'est 1917. Il y a les congrès sionistes à Bâle déjà à la fin du 19e. Donc selon moi, le sionisme international opère autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des superloges. En Afrique du Sud maintenant, Nelson Mandela était parvenu au pouvoir en 1994. Il s'avère que Nelson Mandela était un franc-maçon affilié à 3 superloges. La Hiram Rhodes Revels, donc Cecil Rhodes, agent des Rothschild, associé. Première superloge, Hiram Rhodes Revels. Deuxième, c'est la Thomas Paine. Et enfin, la Arjuna Phoenix. Arjuna Phoenix qui a été fondée en 1904 par un certain Gandhi qui était aussi membre de la Thomas Paine. Et Magaldi et Rothkrantz nous disent également que l'Afrique du Sud est aux mains des superloges démocratiques et progressistes. En Russie, la franc-maçonnerie a été tantôt supprimée, tantôt rétablie selon les règnes des rois et des reines. Puis il y eut la révolution bolchevique en 1917 et le communisme qui fut un projet juif de déchristianisation de l'Europe avec pour idéologie l'athéisme et le matérialisme. Jacques Attali reconnaît que les pères fondateurs du communisme étaient tous des francs-maçons de haut grade. Et il cite Schapper, Wettling, Marx, Engels, Lénine ou encore Trotsky. Le communisme fut soutenu par la haute maçonnerie puis liquidé par cette même haute maçonnerie. Il y a eu une volonté de destruction du communisme à partir des années 70. D'abord par la superloge Golden Eurasia, puis avec les autres superloges alliées à cette Golden Eurasia. À la Golden Eurasia, on retrouve des francs-maçons russes, des hauts grades, comme Vladimir Poutine, selon Magaldi, de l'Europe centrale, comme l'ancien président de la République tchèque Václav Havel,
ou encore l'ancien président de la Géorgie dans les années 80, Shevardnadze. La Golden Eurasia fut en opposition à la Joseph de Maistre, fondée en 1917 par le juif Vladimir Ulyanov, dit Lénine. La Joseph de Maistre était autrefois bolchevique et elle faisait face au national-socialisme du temps de la Seconde Guerre mondiale. Selon Magaldi, pendant 2 décennies, les frères de la Joseph de Maistre ont dirigé l'Union soviétique. Puis, la superloge anticommuniste Lux ad Orientem, on retrouve Brzezinski et un certain Armand Amer, donc banquier, magnat du pétrole, affilié à la Three Eyes. Donc cette Lux ad Orientem de Brzezinski et Amer fut à la manœuvre pour en finir avec le communisme. Brzezinski, Amer et Gorbatchev sont en fait les hommes clés qui ont liquidé le communisme en 1989. Ce basculement a vu les Brejnev, Souslov, Andropov, Tchernenko, qui étaient tous affiliés à la Joseph de Maistre, être éliminés un à un au profit de Gorbatchev de la Golden Eurasia. Gorbatchev qui doit notamment son ascension au pouvoir au banquier Armand Amer. Le talmudo-kabbaliste Boris Eltsine fut quant à lui conseillé par Jeffrey Sachs de la White Eagle et de la Three Eyes, qui est l'actuel conseiller de Guterres à l'ONU, et Boris Eltsine fut sous les ordres de Zbigniew Brzezinski à la Lux ad Orientem. Avec le recul, quand on élargit la perspective en prenant un peu de hauteur, le communisme fut une étape destructrice visant à déchristianiser et judaïser les nations avant de les faire basculer ensuite vers un monde unifié selon le projet mondialiste. Au début du XXe siècle en Russie, le Bnei Brit a été mis en place par un haut initié qui était dans la haute finance, le banquier israélite Jacob Schiff, qui dirigeait la Kublub & Co. Kublub & Co. qui est en quelque sorte l'actuel Goldman Sachs. Et Jacob Schiff fut le principal soutien financier de Léon Trotsky. Aujourd'hui, en Russie, le poids lourd Gazprom est le premier producteur de gaz au monde. Il y a aussi Gazprom Media, Gazprom Bank. La direction et le conseil d'administration de Gazprom sont occupés majoritairement par le Kremlin. Kremlin qui, de son côté, doit composer aussi avec certains oligarques richissimes, comme par exemple Roman Abramovich, magnat du pétrole, qui était le propriétaire du club de football Chelsea en Angleterre qui a gagné la Coupe d'Europe, Iskander Makhmudov, qui a fait fortune dans l'industrie minière, ou encore Oleg Deripaska, qui a lui fait fortune dans l'aluminium avec sa firme Rusal et qui, tout comme Makhmudov, est un proche de Vladimir Poutine. En Chine, d'après Rothkrantz, depuis 1912, date de la création de la République chinoise, la Chine est entre les mains des grandes loges. D'après Magaldi, Sun Yat-sen, qui fut le premier président de la République de Chine, était un franc-maçon progressiste. Il y a des francs-maçons chinois affiliés à la Thomas Paine, mais la Chine communiste est surtout dirigée par la Three Eyes et la Tao Lodge. Tao Lodge qui a été fondée par des francs-maçons de la Three Eyes. Donc en fait on retrouve la Three Eyes dans un peu tous les coups. Magaldi nous parle également de Deng Xiaoping qui était affilié à la Three Eyes et qui fut le maître de la Chine dès 1981. Ce fut un peu en quelque sorte le Attali chinois. Et Attali est, depuis 1981, le Deng Xiaoping français. En Italie maintenant, outre Giovanni Agnelli, qui était membre de la Three Eyes, Armando Corona a eu une influence considérable sur les décisions politiques de son pays. Il fut le grand maître du Grand Orient d'Italie de 1982 à 1990, puis il fut affilié à la superloge White Eagle. Les organisations paramaçonniques maintenant, comme le CFR, le Continental Foreign Relations, le Club Bilderberg, la Commission trilatérale, la Round Table, fondée par Cecil Rhodes, la Chatham House, qui est le pendant du CFR mais en Angleterre à Londres, le groupe des 30, le Brookings Institution, donc think tank américain influent, Pilgrim Society, la Fabian Society, le groupe Spinelli, le think tank européiste Bruegel, le forum de Davos, cette cellule de recrutement mondialiste
de Klaus Schwab, le Club de Rome, piloté par les Rockefeller, Mon Pèlerin Society, la De Molay, l'Institut Tavistock pour la propagande et l'ingénierie sociale et tant d'autres. Toutes ces organisations paramaçonniques sont des courroies de transmission pour l'oligarchie mondialiste. Ce sont des organisations semi-secrètes qui sont sous contrôle des membres de superloges qui les ont créées et qui les dirigent. Ces sociétés paramaçonniques sont noyautées par la haute maçonnerie internationale, d'où le terme paramaçonnique pour ces sociétés qui sont supranationales. Concernant la relation entre organisations paramaçonniques et superloges, nous avons par exemple la Léviathan et la Three Eyes qui contrôlent le CFR. La Pan Europa et la Compass Star Rose pour le Club Bilderberg. Et la Three Eyes pour la commission trilatérale. Quant à la Fabian Society, ce laboratoire d'idées socialo-démocrates maçonniques proche du Parti travailliste anglais de Tony Blair, elle fut fondée en 1884 à Londres par des membres de la superloge Thomas Paine, en l'occurrence Beatrice et Sidney Webb et George Shaw. Alors d'abord, vous avez les hauts initiés qui se réunissent en superloge, et ensuite il y a les rencontres officielles des chefs d'État au G7, au G8, à Davos, où généralement ils ne filtrent pas grand-chose, où il se dit publiquement pas grand-chose. Voilà, tout est décidé en amont. Derrière le think tank néoconservateur Projet pour un nouveau siècle américain, nous avions la Hathor Pentalpha. Ce sont exactement les mêmes membres dans les deux. La Hathor Pentalpha a organisé les attentats du World Trade Center du 11 septembre 2001 via la CIA et le Mossad. Puis la croisade belliciste au Moyen-Orient les années suivantes, en Afghanistan, en Irak, au Pakistan. Selon Magaldi, la guerre en Afghanistan fut exploitée pour affaiblir l'URSS, ce qui est exact, et chose plus surprenante, selon lui, Oussama Ben Laden a été initié à la Three Eyes par Zbigniew Brzezinski. À la Hathor Pentalpha, on remarque une forte présence de néoconservateurs américains judéo-sionistes à sa tête. Il s'agit du clan Bush. Mais nous avons aussi des Saoudiens, des Iraniens, l'émir du Qatar et son fils, des Israéliens, il y avait autrefois Ariel Sharon et Stanley Fischer, mais aussi des Européens à la Hathor Pentalpha, comme Nicolas Sarkozy, Tony Blair, le Turc Erdogan ou encore l'Espagnol Aznar. L'État islamique est appelé ISIS en Angleterre et pour nous Français Daesh. Cet État islamique est une création de l'Hathor Pentalpha, nous apprend Joëlle Magaldi. Daesh est un prétexte pour mener une politique belliciste contre ce terrorisme international dont les superloges ont le contrôle. Je rappelle que le gouvernement irakien avait accusé les États-Unis de soutenir ISIS. Et ISIS est soutenu aussi par Israël. C'est quand même important à prendre en considération. La Edmund Burke, maintenant, est une superloge anglo-américaine qui a été fondée par Nathan Mayer Rothschild en 1888. C'est la première superloge oligarchique réactionnaire où on trouvait à l'époque Alfred Milner et Arthur Balfour, donc les principaux protagonistes de la déclaration Balfour en 1917. On retrouvait aussi deux membres de la famille Astor, donc des associés des Rothschild, William Taft, qui fut le 27e président des États-Unis d'Amérique, les industriels français Louis Renault et Armand Peugeot, et aussi l'anglican, le cardinal Manning, jusqu'à sa mort en 1892. Cardinal franc-maçon donc sous le pontificat du pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle, tout comme l'était le cardinal Mariano Rampolla, qui était lui affilié à l'Ordo Templi Orientis. C'est la preuve qu'à cette époque, le verre était déjà dans le fruit au Vatican à la fin du XIXe siècle. Edmund Burke, Joseph de Maistre, Compass Star Rose, Guebura furent impliqués dans l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy qui est survenu le 22 novembre 1963. Des francs-maçons de ces quatre
loges ont fait pression sur la commission Warren qui était composée entièrement de francs-maçons. Il y avait 8 membres dans cette commission, parmi lesquels Earl Warren, d'où le nom de la commission Warren, Allen Dulles, qui était à l'époque le directeur de la CIA, Gerald Ford et John McCloy. Ces 2 derniers étaient affiliés à la Three Eyes et Gerald Ford fut le président des États-Unis d'Amérique. Magaldi nous dit que François Hollande était le caniche de Schäuble, Merkel et Draghi. Alors que Rothkrantz souligne à juste titre que ses vrais maîtres occultes, ces marionnettistes, sont Jacob et Nathaniel Philippe Rothschild, de la Dering et de la Edmund Burke. Et il nous dit aussi, Rothkrantz, que la Grèce fut un champ d'expérimentation pour la haute maçonnerie internationale voulant détruire socialement un pays par la dette et la complicité des médias alignés. Et on constate que les principaux responsables de cette crise grecque sont tous des membres de superloges. Voyons à présent le CV de quelques pontes du mondialisme et qui sont aussi affiliés à des superloges. Alors, j'en ai relevé 4. Le CV de 4 pontes du mondialisme francs-maçons. Le premier, c'est un des auteurs du livre, c'est Zbigniew Brzezinski, qui a quitté ce monde en 2017, qui, dans le livre de Magaldi, se nomme Frère Kronos. C'est un Américain né en Pologne à Varsovie, franquiste et non juif, Brzezinski, donc disciple de Jacob Frank, faux messie, la rédemption par le péché, cofondateur Brzezinski de la superloge Three Eyes avec Rockefeller et Kissinger, fondateur de la Ma'at, membre important de la Lux ad Orientem, donc cette superloge anti-russe chargée d'en finir avec le communisme. Brzezinski fut un stratège géopolitique anti-russe proche de David Rockefeller, avec qui il a cofondé la commission trilatérale en 1973. Il fut un membre important du Council on Foreign Relations, le CFR, et surtout un conseiller à la Maison-Blanche depuis la présidence Carter en 1977 jusqu'à sa mort en 2017. Donc en matière de politique étrangère, Zbigniew Brzezinski a été très influent pendant 40 ans. C'est lui qui a repris l'expression de la Rome antique panem et circenses, donc du pain et des jeux du cirque, pour mieux contrôler les populations et mieux les asservir. Dans son livre Le Grand Échiquier, Zbigniew Brzezinski parle d'hégémonie bienveillante des États-Unis d'Amérique, ce qui relève vraiment de la plaisanterie. Alors, il prône dans ce livre un contrôle de l'Eurasie par les États-Unis en s'alliant au Japon pour mieux neutraliser la Chine. Pour Frère Kronos, il doit y avoir un pouvoir occulte dirigeant de manière invisible la masse considérée comme inférieure, cette masse étant elle-même dirigée par des politiciens aux ordres des superloges. Je ferai remarquer que ce système est déjà en place. Le vrai pouvoir agit et dirige toujours de manière invisible. C'est un principe fondamental. Je répète, le vrai pouvoir agit et dirige toujours de manière invisible, d'où la notion de pouvoir occulte. Les politiciens aux ordres doivent remplir, selon moi, 3 critères fondamentaux. Le premier, c'est être franc-maçon, pour dépendre de leur hiérarchie maçonnique, pour espérer faire carrière. Le second, c'est d'être docile et soumis pour exécuter les ordres qui viennent d'au-dessus d'eux. Et le troisième critère, c'est d'avoir des casseroles, d'être mouillé dans des affaires. Au cas où ces francs-maçons se rebellent contre leur maître, tout sortira sur eux dans les médias et c'en est terminé pour leur carrière. Après Brzezinski, passons au second ponte du mondialisme, Peter Sutherland, qui est décédé en 2018, qui était un homme d'affaires irlandais, ponte du mondialisme immigrationniste, directeur de l'OMC de 93 à 1995, qui a travaillé pour l'ONU, qui a surtout présidé BP, le cartel pétrolier
British Petroleum pendant 12 ans, de 1997 à 2009. Sutherland a présidé aussi Goldman Sachs pendant 10 ans, de 2005 à 2015. Il fut un membre du comité directeur du groupe Bilderberg et aussi un membre de la commission trilatérale. Un peu dans le même registre, mais toujours en activité, nous avons Étienne d'Avignon, banquier juif qui a le titre de comte, qui est de nationalité belge, qui est né à Budapest en Hongrie et qui est affilié à 8 superloges, dont la Pan Europa, la Three Eyes, la Der Ring. Étienne d'Avignon fut le vice-président de la Commission européenne. Il fait partie du comité directeur du club Bilderberg. Il fut le président de ce comité directeur pendant 12 ans, de 1999 à 2011. Et bien avant, il fut le chef de cabinet de Paul-Henri Spaak en 1964, donc père de l'Europe unifiée, Spaak. Étienne d'Avignon est actuellement le président de la Chatham House et pendant 7 ans, de 2003 à 2010, il fut le vice-président du groupe Engie, donc l'ancien Suez, la 3e firme mondiale dans l'énergie. Quand vous payez votre électricité, généralement vous payez Engie. D'Avignon est membre de la fondation Ditchley et aussi de la commission trilatérale. Il est également président de la table ronde des industriels européens. Étienne d'Avignon est vraiment un oligarque incontournable des multinationales en Europe et un agent des Rothschild très influent, tout comme Larry Fink, PDG de BlackRock, cette firme dans les gestionnaires d'actifs et les fonds d'investissement. Larry Fink est un agent des Rothschild lui aussi, affilié à 6 superloges et pas des moindres, la Three Eyes, la Hathor Pentalpha, la Der Ring, la Compasta Rose, la Amun et la Pan Europa. Selon Magaldi et Rothkrantz, Larry Fink est aussi un financier important de l'État islamique Daesh. Et toujours selon Magaldi, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, était un franc-maçon des superloges, progressiste et aussi du B'nai B'rith. C'est la même chose pour George Orwell et Stanley Kubrick, pas pour le B'nai B'rith mais pour les superloges. George Orwell, de son vrai nom Eric Blair, fut initié franc-maçon en 1940 en superloge à la Thomas Paine. Alors d'abord il fut un journaliste à la BBC, puis le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Tribune. Orwell est l'auteur du célèbre roman 1984. Il a certes annoncé le système dictatorial mondialiste à venir, mais il n'a jamais nommé les hommes à sa tête, ni même mentionné la judo-maçonnerie internationale. Certains noms de superloges sont tirés de la Kabbale, comme Da'at, Gebura, Gedula. Le nom Ma'at représente une déesse de l'Égypte ancienne, déesse de la justice, de la vérité et de l'harmonie. Hathor est aussi le nom d'une déesse de l'Égypte de l'Antiquité. Et Pentalpha, c'est le pentagramme pouvant réunir 5 fois la première lettre de l'alphabet grec, alpha, donc Pentalpha. Et le pentagramme, je vous rappelle, pentagramme pointant bas, symbole satanique, pentagramme pointant haut, symbole de la libre pensée et de l'opposition à la religion. On va terminer avec la France. Nous savons par Magaldi qu'Emmanuel Macron est affilié à la Fraternité Verte et qu'il fut coopté à la Fraternité Verte par François Hollande. À l'instar de Chirac, de Nicolas Sarkozy, de Pascal Lamy de l'OMC et aussi de François Hollande avant lui, Emmanuel Macron est également affilié à la superloge Atlantis Aletheia. Christine Lagarde, maintenant, est au départ une avocate, une politicienne de l'UMP. C'est l'ancienne ministre de l'économie sous la présidence Sarkozy. C'est l'ancienne responsable du FMI pendant des années, donc agent des Rothschild de 2011 à 2019. C'est une proche d'Hillary Clinton qui l'avait d'ailleurs soutenue lorsqu'elle était au FMI pendant cette période, pendant 8 ans. Christine Lagarde est l'actuelle présidente de la Banque Centrale Européenne depuis 2019 et elle est affiliée à la Three Eyes et à la Pan Europa. Christine Lagarde avait parlé publiquement de numérologie et c'est assez révélateur des hauts initiés mondialistes qui aiment se baser sur cette numérologie kabbalistique pour donner un prétendu sens sacré
aux événements historiques qu'ils provoquent eux-mêmes et où reviennent certains nombres, comme par exemple le 11, qui est le nombre de la vengeance maçonnique, de la transgression du décalogue, le 10 c'est le décalogue, le 11, transgression du décalogue, le 13 est le nombre de la mort, d'où d'ailleurs le 13 novembre 2015 pour les attentats du Bataclan, le 911 est le nombre de l'éviction de Dieu, donc il y a 9 et 11 qui entourent le 10, le 29 est le nombre de Saturne et du serpent, le 33, alors là il y a les 33 années de la vie de Jésus, les 33 degrés du rite écossais, les 33 ans du cycle solaire, et puis le 666, qui est bien sûr le nombre de la bête dans l'Apocalypse selon saint Jean. Jean-Claude Trichet est un oligarque français né à Lyon, affilié à la Pan Europa, la Babel Tower, la Dering. Jean-Claude Trichet est un membre du comité directeur du club Bilderberg, c'est le président de la Trilatérale Europe, aussi le président du groupe des 30, c'est l'ancien gouverneur de la Banque de France pendant 10 ans, de 93 à 2003, le président de la Banque Centrale Européenne pendant 8 ans, de 2003 à 2011, c'est le conseiller au think tank transatlantique European Horizon, c'est un membre d'honneur de l'Institut mondialiste Aspen en France. Bref, Jean-Claude Trichet est un oligarque qui pèse lourd, très lourd, et d'ailleurs dont Jacques Attali avait fait l'éloge il y a maintenant quelques années. Lagarde et Trichet sont des agents des Rothschild, tout comme Jacques Attali et Emmanuel Macron. Ils sont d'ailleurs, selon moi, bien plus influents à l'échelle internationale que le président de la République française. Henri de Castries est lui l'ancien PDG du groupe AXA, donc cette firme dans l'assurance. Il est l'actuel président du comité directeur du club Bilderberg. C'est un membre de la Pan Europa et de la Compass Star Rose, donc toutes les deux superloges au service de l'OTAN et de ses projets bellicistes et destructeurs. On peut s'en apercevoir aujourd'hui et depuis la création d'ailleurs de l'OTAN en 1949, et ce à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. François Mitterrand a été le président de la République française pendant 2 septennats, de 1981 à 1995. Il avait principalement 2 conseillers en 1981. L'un des deux, on le connaît tous, c'est Jacques Attali, mais l'autre, on l'apprend par Magaldi, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Donc, François Mitterrand a été élu en 1981 parce que soutenu par la superloge Struheis, dont faisait pourtant partie Valéry Giscard d'Estaing, qui fut par la suite son conseiller. Alors là, il y a certainement eu des tractations entre superloges, des arrangements, mais on s'aperçoit que même si un candidat n'est pas élu, en l'occurrence Giscard, il peut très bien avoir de hautes fonctions mondialistes par la suite. Et c'est la preuve que le suffrage universel ne sert vraiment à rien et que tout se joue ailleurs. Concernant Jacques Chirac, qui était affilié à la White Eagle, les infos divergent. Alors, d'après 2 journalistes de l'Express, il a été initié en Suisse à l'Alpina, mais selon Magaldi, il s'agissait en fait de l'Atlantis Aletheia. Alors là, qui croire? Peut-être les deux, Il a pu être dans une loge et aussi une superloge. Nicolas Sarkozy fut le président de la République française pendant 5 ans, de 2007 à 2012. C'est un atlantiste et un sioniste revendiqué, qui a quand même le don de se transformer en patriote identitaire selon les circonstances, selon qui il a en face. C'est le parfait caméléon arriviste pathétique qui est affilié à 5 superloges. Nous allons voir lesquelles. Les néoconservateurs sionistes à Torpent Alpha, l'anglo-américaine Edmund Burke, la belliciste et judéo-sioniste Gebura, l'Atlantis Aletheia qui est basé en France et l'européiste et mondialiste Pan Europa. Manuel Valls provient du Grand Orient de France comme Nicolas Sarkozy. Il fut un franc-maçon de la loge Ni Maître ni Dieu dès 1989. Puis, il a accédé ensuite à 3 superloges lors de son entrée au gouvernement, la Dering, la Edmund Burke et la Compass Star Rose. Voyons à présent les 10 francs-maçons français qui furent membres de la Struheis.
Le premier d'entre eux, c'est Bernard Arnault, qui est l'une des plus grandes fortunes de France, soutien d'Emmanuel Macron, PDG du groupe LVMH. Le second, c'est Antoine Bernheim, qui fut un banquier juif associé de la firme Lazare et qui siégeait au siècle. Nous avons aussi Michel David Weil, donc poids lourd de la haute finance, banquier de Wall Street, PDG de Lazare pendant 26 ans, de 1975 à 2001, et qui était un membre de la commission trilatérale. Aussi à la Suez, le français Valéry Giscard d'Estaing, qui est décédé en 2020, qui fut président de la République française de 1974 à 81, et qui était lui aussi membre de la commission trilatérale, tout comme David Weil. Jacques Delarosière, dont j'ai parlé tout à l'heure, banquier, qui a été directeur du FMI, Fonds monétaire international, qui a été gouverneur de la Banque de France de 87 à 93 et qui était également affilié à la White Eagle et à la Pan-Europa. Christine Lagarde, j'en ai déjà parlé. André Meyer, qui était un banquier juif jusqu'à sa mort en 1979. Georges Pompidou, qui était président de la République française de 69 à 74, qui était un salarié des Rothschild selon ses propres aveux. Il fut associé gérant de la banque Rothschild. Et cela est valable d'ailleurs pour tous les présidents de la République qui lui ont succédé. Henri Proglio, aussi à la Suez, ancien PDG d'EDF de 2009 à 2014, membre du siècle, membre aussi de la Pan-Europa, qui est issu du cercle néo-païen Le Grèce à Nice, et qui a participé, Henri Proglio, aux premières réunions du Club de l'Horloge, qui est présidé depuis longtemps maintenant par Henri de Lesquen. Et enfin, 10e personnalité franc-maçonne à avoir été affiliée à la Suez, Edmond de Rothschild, qui fut un célèbre banquier d'affaires de la famille Rothschild. Un homme ne figure pas dans cette liste de la Suez, mais il est pourtant un franc-maçon de haut grade et il est le co-auteur du livre avec Magaldi. Cet homme, c'est Jacques Attali, talmudo-kabbaliste séfarade, né à Alger en 1943, fils de rabbin, principal promoteur du nouvel ordre mondial en France avec, selon lui, Jérusalem, capitale d'un monde unifié, promoteur de la puce RFID, promoteur aussi de l'immigration de masse. Jacques Attali a pris part à la création de l'Union européenne. Il a participé au pillage des richesses de la Russie sous Boris Eltsine et surtout, Attali est le conseiller à l'Élysée depuis 1981. Il est en fait depuis plus de 40 ans le président officieux de la République française. Pour Jacques Attali, un pays doit être un hôtel, mais pas pour nous, qui sommes attachés à nos racines, à notre patrie, à nos traditions, à la culture française. Et dans son livre « L'avenir de la vie » qu'il a publié en 1981, il a écrit « L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures ». Voilà qui résume tout à fait l'idéologie de mort de cette confrérie luciférienne dans les hauts grades, dont les plans, je le rappelle, sont destructeurs pour les nations et pour l'humanité entière. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci pour votre attention, à bientôt et que Dieu vous garde.